Ici, la voix de l'Amérique. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal. Dans l'actualité ce soir, nous irons au Sénégal où le président Macky Sall a annoncé l'assouplissement des mesures prises contre la propagation du Covid-19. Mais comme nous le verrons dans un instant, la situation reste préoccupante dans certaines parties du pays, comme dans la ville de Touba où l'on note une augmentation des cas positifs. Des effets combinés de conflits et de la pandémie du Covid-19 font peser un risque sur des millions de personnes en Afrique de l'Ouest et du Centre. C'est la sonnette d'alarme tirée par l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Les États-Unis risquent de connaître des morts et de la souffrance inutile si le pays lève trop vite les restrictions. C'est l'avertissement lancé par le docteur Anthony Fauci, l'un des conseillers de Donald Trump dans la lutte contre la pandémie. Une fois encore, bonsoir. Commençons par le Togo où un mouvement d'humeur a eu lieu ce mardi à l'intérieur de la prison civile de Lomé. Selon le site internet Lomé Info, les prisonniers se sont révoltés ce matin, exigeant leur libération pour risque de contamination au Covid-19. Le nouveau coronavirus qui a déjà ôté la vie à 2 des leurs. Le site indique que 20 prisonniers ont déjà été déclarés positifs à la maladie. La manifestation a contraint les agents pénitentiaires à faire usage de gaz lacrymogène. On compte des blessés graves. Le mur de la prison a également été endommagé. Au Sénégal, les restrictions sur les mesures prises en vue de limiter la propagation du nouveau coronavirus seront assouplies. C'est ce qui ressort d'une allocution de Macky Sall hier à Dakar, tout en confirmant que les règles changeraient dès ce... J'ai décidé de l'assouplissement des conditions de l'état d'urgence comme suit. À compter du mardi 12 mai 2020, les horaires du couvre-feu seront de 21h à 5h au lieu de 20h à 6h. Les horaires de bureau sont réaménagés de 9h à 16h. Les marchés et autres commerces qui étaient astreints à des jours particuliers d'ouverture seront ouverts 6 jours et resteront fermés 1 jour dédié au nettoiement. Restons au Sénégal, malgré cette annonce du président Macky Sall sur l'assouplissement des mesures préalablement prises pour contenir la propagation du Covid-19. La situation reste préoccupante dans certaines parties du pays, comme dans la ville de Touba, où l'on note une augmentation des cas positifs. C'est un reportage de l'agence Reuters. Le récit est signé Mohamedou Oumfa. Touba, la ville sainte de la confrérie mouride au Sénégal, est toujours l'un des foyers de propagation du Covid-19. La situation semblait pourtant sous contrôle entre le 26 mars et le 11 avril dernier. Pour contenir la propagation du Covid-19, les autorités avaient décrété la fermeture des mosquées, instauré un couvre-feu nocturne et lancé des campagnes de sensibilisation. La réponse semble avoir fonctionné, du moins pendant 2 semaines, car le 11 avril est arrivé un 27e cas confirmé de Covid-19 dans la ville. Le patient ne s'était pas rendu à l'étranger et n'a été en contact avec aucun autre patient connu, révélant un cas de transmission communautaire du nouveau coronavirus. Depuis, le nombre de cas confirmés s'est multiplié par 7 pour atteindre plus de 190 malgré l'intervention de l'armée qui a mis en place un hôpital de campagne et désinfecté les rues. Cette multiplication des cas exerce davantage de pression sur les hôpitaux de la ville qui pourraient être rapidement débordés faute de respirateurs et de lits pour accueillir les malades. Oui, on a eu à évacuer certains patients. D'autres, c'est par manque de place. D'autres, effectivement, c'est par souci de plateau technique parce qu'ils ne sont pas réellement en détresse respiratoire ou bien des cas compliqués.
Mais pour prévenir justement ces complications, le plateau n'étant pas disponible, on a jugé plutôt de les référer le plus précocement possible avant qu'ils ne décompensent. La situation est d'autant plus préoccupante qu'à Touba, de nombreux habitants minimisent toujours la gravité du Covid-19. Nous n'avons pas peur de tomber malade, mais nous avons peur de transmettre le virus à d'autres personnes. Mais c'est Dieu qui décide qui vit ou qui meurt et ce qui sera. Mais nous prenons des mesures pour nous protéger. C'est ce que veut notre marabout et le président. Le cas de Touba est révélateur des difficultés qui pourraient se poser alors que de nombreux pays ont amorcé la phase de déconfinement. Il illustre les risques de rebond de la maladie après une apparente accalmie et donc la probabilité de reconfiner des villes, sinon des pays entiers, pour éviter de nouvelles vagues de l'épidémie. Des millions de personnes vulnérables en Afrique de l'Ouest et du Centre font face à de nouveaux risques dus aux effets combinés des conflits et de la pandémie du nouveau coronavirus. C'est selon l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. L'organisation craint une grave crise humanitaire dans cette région du Sahel, impliquant plus de 9 millions de personnes déplacées. Récit Blanche Sanou. La pandémie du nouveau coronavirus a entraîné la fermeture des frontières et a ajouté une pression accrue sur les systèmes de santé fragiles et les économies faibles en Afrique. Le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés a déclaré qu'il intensifie son soutien au gouvernement pour les aider à faire face à la détérioration de la crise humanitaire. David, un chef de la communauté hôte du camp de réfugiés d'Agadom, principalement composé de Camerounais, s'est dit extrêmement préoccupé par la situation. Maintenant, nous devons faire très attention au Covid-19. La chose est réelle. En fait, ils ont même placé des seaux ici pour se laver les mains. Il faut être prudent, ne pas sortir, rester à l'intérieur du camp jusqu'à ce qu'ils disent que c'est fini. Au Niger, le HCR a formé des artisans et des tailleurs pour fabriquer des masques faciaux pour les réfugiés et les communautés d'accueil. Même avec ces mesures, la menace est pesante. Les réfugiés vivent souvent dans des environnements très surpeuplés. Ils vivent dans des zones souvent un peu reculées où l'accès aux soins de santé peut être limité. Ils vivent également dans des environnements qui ont des installations sanitaires et d'eau limitées. Et donc tout cela ensemble les rend particulièrement vulnérables à la propagation de ce virus. L'Afrique de l'Ouest et du Centre compte l'une des plus grandes populations de personnes déplacées d'Afrique, avec quelques 5,6 millions de déplacés internes, 1,3 million de réfugiés, 1,4 million de rapatriés et 1,6 million d'apatrides. Eux sont en première ligne de la lutte contre le nouveau coronavirus. Ce sont les médecins qui affrontent le virus et qui vivent leur propre angoisse face à une possible contamination. Nous avons recueilli le témoignage de l'un d'eux. Son nom, c'est le docteur Brahima Sawadogo. Il est burkinabé et s'est rendu à Paris en décembre dernier pour un stage de spécialisation en psychiatrie à l'établissement public de santé de ville Evra à Neuilly-sur-Marne. Non préparé à faire face à une telle pandémie, il s'est retrouvé en première ligne de la lutte contre le coronavirus. Yacouba Ouedraogo a recueilli le témoignage de ce psychiatre qui, à un moment donné, a eu recours au service d'un psychologue. Voilà, le corona, on tombe dedans et du coup, tout change dans la tête. On a laissé une famille au pays, des amis au pays, des parents au pays, des enfants. Du coup, tu te retrouves face à une situation. Voilà l'angoisse qui est là. Est-ce que je serai contaminé? Si je suis contaminé, est-ce que c'est des interrogations? Les nuits, c'est des nuits blanches, sincèrement. Au travail, tout le monde est angoissé, tout le monde est stressé entre collègues. Et quand tu rentres à la maison, sincèrement, il n'y a pas de sommeil. Tu penses à la famille et du coup, du jour au lendemain, tu apprends par les médias que le virus est chez toi. Il y a l'angoisse pour toi que tu vis, la peur pour toi et il y a la peur pour la famille. Ta femme, tes enfants, tu es stressé, tu es angoissé, tu te poses des questions, la nuit tu ne dors pas. Et quand tu rentres à la maison, c'est vrai, l'appétit n'y est pas trop. Hein? Et tu es obligé de faire des appels vidéo pour rassurer la famille et au pays, dire que non, tu vas mieux. Et du coup, toi aussi, tu es inquiet pour eux.
Et au service, on a des amis qui sont contaminés. Et du coup, tu te demandes, est-ce que toi aussi tu es contaminé? Si tu es contaminé, qu'est-ce qui va se passer? Oui, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est lorsque c'est vrai que nous avons été en contact. Nous avons été en contact avec une de notre collègue. Et quelques jours après, elle a commencé à présenter les symptômes. Commencé à faire la fièvre, 2-3 jours. C'est moi-même qui l'ai encouragé à aller faire le test de dépistage. Et quand elle allait faire le test, c'était positif pour elle. Et tout le monde était paniqué dans les services. Nous tous, on a cru qu'on était tous infectés. Et disons que ce jour même, elle et moi, on avait fait une visite à domicile ensemble, où on avait rencontré des gens. Donc, du coup, l'angoisse était devenue plus belle. Et heureusement, nous tous, on s'est fait dépister. Et ça s'avérait négatif. Et donc, toute l'équipe et moi, et la patiente qu'on était allé voir à domicile. Il m'est arrivé des périodes où mon collègue m'a regardé un matin, il m'a dit « Ah, Ibrahima, je te connais, je sais que ça ne va pas. » Il lui a dit « Oui, ça ne va pas, mais en tant que psychiatre, c'est parce que tu es psychiatre que tu as vu cela, mais en dehors de service, je ne pense pas que les gens voient ça, mais tu descends et nous vivons actuellement une situation difficile. Nous nous asseyons, nous bavardons, chacun essaie de se décharger, d'expliquer ses angoisses, ce qui nous soulage énormément. Heureusement qu'il y a le cellule psychologique en place que vous pouvez appeler et pour faire une téléconsultation avec un psychologue, un psychiatre, pour bavarder, pour se décharger. 5 patients en réanimation sont morts mardi dans un incendie dans un hôpital traitant des malades du nouveau coronavirus à Saint-Pétersbourg en Russie. Un sinistre dû, selon les premières constatations, à un respirateur artificiel ayant pris feu. Quelques 150 personnes ont dû être évacuées selon les pompiers. À Paris, le maire socialiste Anne Hidalgo a demandé ce mardi que le port du masque soit obligatoire dans les parcs et les jardins, mais aussi dans toutes les rues de la capitale française. Enfin, l'Iran s'apprête à rouvrir des mosquées pour 2 heures pendant 3 nuits. C'est à l'occasion des célébrations de la nuit du destin, la 27e nuit du Ramadan qui marque, selon la tradition musulmane, la nuit où les premiers versets du Coran ont été révélés à Mahomet. Ici, aux États-Unis, l'épidémiologiste Anthony Fauci, qui conseille quotidiennement le président américain Donald Trump, est à nouveau sorti de sa réserve. Dans une interview accordée au New York Times, il a averti que les États-Unis risquent de connaître des morts et de la souffrance inutile si le pays lève trop tôt les restrictions, donc les restrictions instaurées pour freiner la pandémie du nouveau coronavirus. L'éminent scientifique, devenu une figure rassurante pendant la crise pour beaucoup d'Américains, fait partie des experts médicaux qui doivent être entendus par visioconférence ce mardi par une commission du Sénat. Membre de la cellule de crise de la Maison-Blanche sur le Covid-19, M. Fauci est actuellement en quarantaine en raison d'une exposition possible au coronavirus. Au Burkina Faso, au moins 4 soldats ont été tués et 4 sont portés disparus lors d'une attaque djihadiste hier à Kankan-Fogol, près de la frontière avec le Niger. C'est une équipe du détachement militaire des Seba en patrouille qui a été la cible d'une embuscade menée par des groupes armés terroristes. Des opérations de ratissage ont été entreprises pour retrouver les éléments qui manquent à l'appel et traquer les assaillants. Sur Twitter, le président Marc-Christian Kaboré a souligné que l'urgence sanitaire liée à la lutte contre le coronavirus ne doit pas faire oublier les impératifs sécuritaires. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington sur VOA.
Merci de nous rejoindre pour cette deuxième partie du Monde aujourd'hui. John Linden, de retour avec vous. Et nous ouvrons cette deuxième partie par d'autres segments consacrés à l'économie. Et pour en parler, Eric Manirakiza est au rendez-vous. La pandémie de Covid-19 affecte fortement le transport aérien en Afrique. Déjà fragile bien avant, ce secteur est ruiné par l'arrêt de vols internationaux. Les avions sont cloués au sol, plus de vente des billets alors que les compagnies doivent continuer de couvrir des charges indispensables en termes de maintenance. Le trafic normal pourrait reprendre dans 2 ans, mais l'incertitude persiste. Le sauvetage immédiat reste également problématique, surtout que les faibles capacités budgétaires de certains pays africains privent les compagnies d'argent frais. Des avions sont au sol au niveau des compagnies aériennes africaines. Au niveau global, l'industrie va perdre en 2020 à peu près 352 milliards de dollars. Et pour les compagnies africaines, ça va représenter plus de 7 milliards de dollars de perte de revenus passagers. C'est assez important. Aujourd'hui, il n'y a que quelques compagnies aériennes qui opèrent des vols cargo, parce que la demande de cargo aujourd'hui est assez importante et nous avons un manque de capacité pour transporter le cargo. Alors les compagnies aériennes ont un manque de revenus, mais en même temps, elles ont à faire face à des coûts fixes, comme la location des avions, la maintenance, les assurances et les salaires du personnel. Donc le problème immédiat est le manque de liquidité auquel nous devons rapidement trouver des solutions. Avant de nous quitter, signalons que la Côte d'Ivoire injecte 47 milliards de francs CFA dans l'adduction en eau potable. Les travaux qui ont déjà commencé devront se dérouler sur 18 mois. 155 sous-quartiers d'Abidjan et ses villes environnantes, dont Anyama, Benguerville, Grand Bassam, Bonoa et Songo, seront desservis. Sans propriétaire de la cour d'ici là, son puits là, sans ça on ne peut pas avoir l'eau. Souvent on marche ici pour aller puiser l'eau SCV. Dans notre quartier on appelle SCV, c'est là-bas on va chercher l'eau à boire. Il n'y a pas l'eau ici, c'est difficile. C'est difficile à vivre dans le quartier. C'est ici on vient faire les lessives, on vient chercher l'eau pour faire tout. Si l'eau à boire, on va acheter ça de l'autre côté. Il n'y a pas l'eau. 1,6 million de personnes bénéficieront de ce raccordement à l'eau potable. Selon le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchaba, ce projet comprend l'octroi de branchements sociaux gratuits, la lutte contre la fraude et le renforcement de la production d'eau potable dans le Grand Abidjan. Fin 2018, seuls 80% d'Ivoiriens avaient accès à l'eau potable dans le pays. Pour pouvoir faciliter l'accès à l'eau potable d'ici 2030 à tous les citoyens, le gouvernement estime qu'il lui faut 1320 milliards de francs CFA d'investissement. Merci Eric. Une étude de Brookings Institution a démontré qu'environ 50% des emplois peuvent être entièrement exécutés à domicile. D'autres études estiment que ce nombre pourrait être élevé, mais qu'en est-il du reste de la main-d'œuvre? Selon des analystes, beaucoup sont obligés d'aller travailler pour conserver leur poste, peu importe les risques et les défis. C'est un reportage de Anna Rice, récit Blanche Sanou. Dans plusieurs villes à travers le monde, des applaudissements retentissent presque chaque nuit. Une manière pour certains habitants d'exprimer leur remerciement aux médecins et infirmières qui luttent en première ligne contre le Covid-19. Mais ces professionnels ne sont pas les seuls employés à se rendre sur les lieux de travail malgré la pandémie du nouveau coronavirus. Des millions de personnes à faible revenu livrent des colis, travaillent comme caissières ou réparent des ascenseurs. La plupart d'entre eux n'ont pas de congés payés ou de congés maladie. Ils sont aussi en première ligne dans le sens où ils ont beaucoup de contacts avec d'autres personnes et par conséquent, ils peuvent tomber malades eux-mêmes. Ils sont plus exposés ainsi que les membres de leur famille. Selon le département américain du travail, plus de la moitié des travailleurs hautement qualifiés et mieux rémunérés peuvent faire du télétravail, alors qu'un seul employé sur 20 du secteur informel peut faire la même chose. Il existe un réel fossé démographique et de revenus entre les deux groupes. Le nombre prédominant de personnes qui doivent aller travailler sont des employés à bas salaire dans les services de soins de santé, l'hôtellerie, les épiceries, le commerce, les entrepôts et même dans les processus de la production alimentaire. Tom Flores travaille dans un supermarché en Californie. Bien sûr, je suis inquiet. Quand je vais travailler, je prie Dieu pour que tout se passe bien.
Mais je suis obligé de venir au boulot parce que beaucoup de familles dépendent de ce que je fais. De nombreux Américains ressentent la pression et s'estiment chanceux de continuer à travailler, étant donné que 30 millions de personnes ont déposé des demandes de chômage fin avril, un record jamais enregistré aux États-Unis. Et même ceux qui ont un emploi sont sous pression, car selon une étude récente, la majorité des travailleurs ont du mal à couvrir une facture imprévue de $400. Nous vivons de paye en paye et sans salaire, nous allons voir des gens perdre leur maison. Le gouvernement américain a alloué 250 milliards de dollars supplémentaires pour l'indemnisation du chômage, en plus d'envoyer à la plupart des Américains un chèque de relance de $1 200. Les grandes familles en obtiennent plus. Les experts disent que ces mesures sont opportunes et nécessaires, mais ne sont pas suffisantes pour les personnes qui vivent dans des zones urbaines plus chères. Les niveaux de vie sont différents. Pour quelqu'un à New York, cela ne fera probablement pas une énorme différence. Pour les personnes vivant dans des espaces ruraux où les coûts de logement ont tendance à être plus bas et les autres dépenses à être plus faibles, ce sera plus utile. Le Congrès travaille sur l'approbation de notre plan de relance économique pour aider les personnes qui ont perdu leur emploi en raison de la pandémie du nouveau coronavirus. Le confinement, l'une des mesures pour endiguer la propagation du nouveau coronavirus, n'est pas chose facile et encore moins pour les enfants. Au Ghana, des familles ont du mal à rester ensemble à la maison pendant plusieurs semaines. La peur d'attraper la maladie a bouleversé leur quotidien, comme vous allez le voir dans ce reportage, récit de Thierry Kaoré. Cela fait un peu plus d'un mois que Chanel, 6 ans, et sa sœur aînée Chantel, 9 ans, ne sont plus scolarisés. Depuis que le gouvernement a fermé les écoles, les universités et les lieux de culte, ils sont obligés de rester enfermés à la maison avec leurs parents. Familles modestes, n'ayant pas d'ordinateur portable ou de tablette, le confinement a rendu leur journée encore plus longue. Avec le confinement, ce n'est pas facile. Nous ne pouvons aller nulle part, toujours à la maison avec mes parents. Samuel, le père, qui travaillait dans l'audiovisuel, est lui aussi en chômage technique depuis que les villes de Kumasi et Accra ont été placées sous quarantaine. Même si la mesure a été partiellement levée le 20 avril dernier, la clientèle se fait toujours attendre, l'obligeant à jouer le rôle d'enseignant à la maison. L'épidémie a affecté mes enfants dans la mesure où ils ne sont pas habitués à apprendre seuls à la maison. Ils sont habitués à apprendre en groupe, dans une classe. Maintenant qu'ils sont assis à la maison, même en leur donnant du travail à faire, ils trouvent cela difficile. Donc, je dois leur mettre la pression pour qu'ils le fassent. La mère Abigail, quant à elle, travaille toujours au service de consultations externes dans une clinique. Quand elle rentre du travail le soir, elle doit éviter les enfants ou même les repousser jusqu'à ce qu'elle se change et prenne une douche. Aller au travail et rentrer à la maison pour prendre soin d'eux est une chose très dangereuse pour la famille. Donc parfois, quand je rentre à la maison, je dois me cacher et aller aux toilettes pour prendre une douche ou un bain avec du savon et de l'eau avant de les approcher. Les psychologues ont exprimé leurs inquiétudes concernant le stress mental provoqué par la pandémie chez les enfants qui sont obligés de craindre un ennemi invisible. Chantal et Chanel devaient passer leurs examens de fin d'année avant les vacances de Pâques, mais à ce jour, le gouvernement ghanéen n'a pas encore fixé une date pour le retour en classe. Allons au Burkina Faso, c'est un concept original. Imaginez un spectacle dans une salle vide, Covid Live. C'est le concept lancé par des acteurs culturels pour faire la riposte au Covid-19 en ce temps de confinement. Le public, lui, est à la maison et a dû suivre le concert via les réseaux sociaux. Des musiciens qui étaient contents de retrouver la scène, comme nous allons le voir dans ce reportage de notre correspondant à Ouagadougou, Lamine Traoré. Nous sommes dans l'une des prestigieuses salles de spectacle de la capitale burkinabé, le Sénazar. Osborne Bado, le premier musicien de la soirée, est sur scène, mais dans une salle vide. La raison est connue, le Covid-19. Le spectacle est diffusé en direct sur les réseaux sociaux.
2 autres musiciens se produisent par la suite. Les conditions sont pareilles. L'objectif reste le même. Malgré tout, affronter le coronavirus. Le concept est de prester dans une salle vide. On peut dire que c'est une première, voilà, mais on se met en tête que les gens nous suivent de chez eux et c'est surtout pour les faire plaisir. Il ne faut pas qu'on se dise que c'est la fin du monde, voilà, c'est une maladie et je pense que déjà qu'il y a des gestes barrières à respecter. Je pense que si on fait ça, voilà, bientôt on pourra vraiment sortir et puis se mettre sur scène comme il se doit en face du public qui nous attend aussi. Quel que soit ce qu'on va faire, il va y avoir des maladies, des pandémies. Donc ce que Dieu nous demande de faire, c'est d'être créatif, c'est de rester vivant, c'est procurer la joie aux gens. Le public était là. Ah bon? Parce que spirituellement, la salle était pleine. Pour moi, spirituellement, la salle était pleine. Je voyais des esprits qui étaient là et c'était beau. L'initiative, organisée essentiellement par des managers de musiciens et soutenue par le ministère de la Culture, a récolté pour la première soirée près de 50 000 vues. Des internautes confinés chez eux. À travers ce concept, à travers cette initiative du Covid Live, nous pouvons donc rester chez nous, mais tout en suivant nos concerts en live à travers donc, les réseaux sociaux. La culture, notamment la musique, doit pouvoir continuer et le Covid-19 ne doit pas empêcher l'expression artistique. C'est la résilience par là et la culture d'abord. C'est-à-dire, nous avons créé cette initiative dans le but de vivre nous-mêmes d'abord. On veut vivre. Parce que depuis l'avènement de cette pandémie, le domaine des arts, dans la en grand guillemets, est mort. La musique ne peut jamais être confinée. Peu importe le lieu où nous nous trouvons, nous allons toujours faire de la musique. En fait, c'est une riposte au Covid que nous sommes en train de faire. Le secteur de la culture et du tourisme est durement touché. Des attaques terroristes aux deuils nationaux en passant par les couvre-feux. Plusieurs manifestations ont payé les frais. Le couronnement de tout cela est l'apparition du nouveau coronavirus. Plus aucun événement ne se tient encore. Le gouvernement burkinabé a octroyé 1,25 milliard de francs CFA au secteur de la culture et du tourisme pour faire face à ce coronavirus, le Covid-19. Lamine Traoré pour VOA Afrique, Ouagadougou. Et c'est sur cette note que s'achève ce journal. Merci pour votre fidélité à VOA Afrique. Portez-vous bien, protégez-vous et passez une excellente soirée. مثلا